Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Où en est-on de la lutte contre les discriminations raciales ? À l'école, le sujet est toujours omniprésent, tout comme dans la société. Demain, samedi 22 mars, journée internationale de lutte contre le racisme. Nous allons consacrer la première partie de notre émission à cette lutte. Sensibiliser les jeunes à la protection des océans, c'est ce que propose l'Institut océanographique de Monaco avec son concours Océano pour tous. Ce sera en seconde partie. Dans son panorama cette semaine, Guillaume Buan vous présentera le nouvel hymne du SIDAction qui a lieu ce week-end. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une, 8 collectifs de victimes de violences dans les établissements privés catholiques auditionnés par la commission d'enquête parlementaire sur les violences à l'école. Pendant 2 mois, différents acteurs seront donc entendus afin de comprendre le mécanisme des drames qui ont pu se dérouler dans ces établissements scolaires, alors même que d'anciens élèves dénoncent des violences physiques et sexuelles qui se sont passées durant des décennies. Pour ouvrir les auditions hier, Alain Esquer, le fondateur du collectif des victimes de Betaram. Il est temps d'agir, on a besoin de contrôle dans les établissements. C'est un cri du cœur, a-t-il déclaré. Quand on ne veut pas voir, on ne voit pas, poursuit-il au micro de France Info. On l'écoute. On dit c'était il y a 30, 40, 50, 60 ans. Moi, quand je vais voir Romain Clerc en février avec 8 plaintes criminelles qui visent le surveillant de Betaram qui est actuellement en détention, et le directeur actuel de Betaram me dit « je n'ai rien à reprocher à ce surveillant ». Ça en dit long sur les dysfonctionnements de l'État aujourd'hui, en fait. Les dispositifs d'alerte, ils ne marchent pas. Alors Alain Esquer précise qu'à ce jour, il y a près de 180 plaintes recensées pour des faits de violence. Autre témoignage que l'on vous propose, celui de Gilles Parent, représentant des victimes de Saint-François-Xavier du Staritz. Selon lui, une centaine de victimes sont à déplorer. Il raconte les sévices vécus au sein de l'établissement. Il nous cassait des règles en bois sur la tête. Son grand plaisir pervers, c'était de nous faire monter au tableau pour nous faire écrire tout à fait en haut. Et pendant ce temps, il dévissait le tableau qui avait 2 faces, il donnait un coup sur le tableau, on était projeté à terre, violemment, et là, il avait un fou rire. Alors, l'ensemble des collectifs déplore le fait qu'il n'y ait pas eu de contrôles qui ont été effectués durant ces années. Ils réclament aussi la fin de la prescription en cas de viol sur mineurs. Les auditions vont se poursuivre, vous l'aurez donc compris, avec notamment la ministre de l'Éducation actuelle, Elisabeth Borne, qui sera entendue prochainement, tout comme le Premier ministre. C'était un souhait notamment des co-rapporteurs. Ce souhait sera donc réalisé dans les prochains jours. Autre sujet houleux, venons-en à ce rapport publié hier par le Sénat et qui concerne les crèches. 3 mois de travaux, 30 auditions menées et un constat alarmant. Là aussi, les rapporteurs pointent du doigt le très peu de contrôles effectués dans ces établissements. En 2023, 17% seulement ont été visités, soit 2000 sur les 13 000 présents sur le territoire. 167 personnes sont employées à cette mission. Des contrôles qui sont parfois très techniques, avec toutefois une évolution récente, l'analyse de certains postes de dépenses spécifiques comme les couches ou encore la nourriture qui permet ainsi de déceler des signaux de maltraitance. La protection maternelle infantile, là aussi, est débordée avec l'absence de données nationales, une disparité des contrôles, l'impossibilité aussi de contrôler les structures. 360 acteurs de microcrèches, là aussi, ont été inspectés. Écoutez bien, sur les 6000 établissements en 2021. Face à ce constat, 15 recommandations sont mises sur la table, Guillaume. Avec une transparence saine, notamment de la part des contrôles, une communication aux familles, une obligation de signalement par les professionnels. Il y a aussi une obligation d'information sur les suites données à ces signalements et puis l'élaboration de statistiques au niveau national et départemental. Des résultats qui devront être aussi publiés sur une plateforme accessible en ligne et mettre notamment en place une procédure plus simple en cas d'événements graves. Les sénateurs souhaitent aussi instaurer le conseil des parents qui vont visiter l'établissement 2 fois par jour et puis ils prônent pour une meilleure amélioration de la qualité de travail de ces professionnels, une meilleure formation et une refonte globale du financement de l'accueil de ces jeunes enfants. Sur un tout autre sujet, le monde de la culture dans la rue hier pour dénoncer les coupes budgétaires dans de nombreuses collectivités. Écoles et jeunesse sont concernés. Avec le gel effectivement du Pass Culture, collectif qui est destiné à financer les activités culturelles artistiques des élèves de la 6e à la terminale. Cette année ne devait pas dépasser les 50
50 millions d'euros sur la période du 1er janvier à la fin du mois de juillet. Or, cette somme a été dépassée. Par conséquent, le gel de ce pass culture. En 2024, il y avait une hausse des réservations qui avait provoqué là aussi un dépassement largement 35 millions d'euros sur les 52 qui avaient été alloués. Le robinet est donc fermé, une décision brutale et dénoncée dans l'ensemble du pays par les syndicats concernant le pass culture qui est versé aux adolescents. Avant, il était accessible à l'âge de 15 ans, à présent c'est 17 ans, 300 € avant 18 ans il y a peu, à présent c'est 150 € pour l'âge de 18 ans. Par contre, il est utilisable jusqu'à 21 ans et non plus 20 ans. Évoquons à présent les universités. 534 millions d'euros, c'est le coût de l'échec en licence selon le rapport annuel de la Cour des comptes. Seulement 36% des étudiants obtiennent leur licence en 3 ans, 39% pour la moyenne de l'OCDE et même 69% pour les Royaumes-Unis. Et l'institution, elle s'est penchée sur cette politique publique en faveur de la jeunesse. Alors orientation, redoublement, abandon sur les 3 années du premier cycle. C'est ce qui génère notamment cette charge importante pour les finances publiques. Des étudiants qui sont en situation d'échec, des difficultés d'insertion et surtout donc d'emploi. Philippe Baptiste est le ministre de l'Enseignement supérieur. Il s'est exprimé à ce sujet sur Sud Radio. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent et qui font pas leur parcours en 3 ans. Ils vont le faire en 4 ans, ils vont le faire en 5 ans. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par exemple, il y en a énormément qui rentrent et qui se réorientent. Parce qu'ils se réorientent. Mais la réorientation, c'est un truc dont il faut sortir. Comprendre quel va être votre métier de demain, quel va être votre choix d'orientation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. On a le droit de se tromper, on a le droit de changer, et ça, c'est fondamental. Il faut progresser. Je dis pas que tout va bien à l'université. Alors l'absence de sélection à l'entrée de l'université est là aussi l'un des facteurs. Parcoursup est notamment pointé du doigt. L'assiduité joue aussi un rôle. 18% des étudiants justifient leur redoublement ou encore la réorientation par un manque de présence en cours. Et pendant ce temps, aux États-Unis, c'est une mise en scène un peu particulière. Entouré d'écoliers, assis derrière des pupitres, Donald Trump a signé un décret ordonnant le démantèlement du ministère de l'Éducation. Vous allez voir ces images qui ont été postées sur X, le compte notamment du président américain. L'objectif affiché par ce dernier était très clair, réduire l'intervention fédérale dans l'éducation, donner davantage de pouvoir aux États et aux collectivités locales. Une mise à mort de cette administration. Écoutez le président américain dans ce sonore issu d'un reportage de France Inter ce matin. On va très simplement rendre l'éducation aux États, à qui elle appartient. C'est quelque chose de très populaire et beaucoup plus important, c'est du bon sens. Cela coûtera probablement 2 fois moins cher et l'éducation sera peut-être bien meilleure. Et face à la presse, Donald Trump a annoncé avoir licencié des bureaucrates employés au ministère, a-t-il dit, ajoutant qu'il prendrait toutes les étapes légales pour le dissoudre aussi vite que possible. La porte-parole de la Maison-Blanche affirme que le ministère a été créé en 1979. Il engloutit, selon les chiffres, 3 000 milliards de dollars sans pour autant améliorer les performances scolaires. Une fermeture qui répond aux nombreuses coupes budgétaires entamées par Donald Trump. Le ministère de l'Éducation ne pourra toutefois pas fermer d'ici peu. Il faudra un vote au Sénat. Alors sachant que il n'y a que 60 votes pour les sénateurs du côté de Trump et il n'en dispose que 53 sièges, donc il va falloir encore un peu de temps. Rappelons également que son rôle n'est pas anecdotique, les subventions aident notamment les zones défavorisées et puis il y aura des programmes qui vont rester, notamment l'obtention des bourses pour les étudiants aux faibles revenus dans le pays. Merci pour ce JT, Guillaume. Les enfants sont-ils plus tolérants aujourd'hui ? Et oui, c'est la question qu'on se pose. Où en sommes-nous des combats pour la lutte contre le racisme et les discriminations raciales de manière générale? C'est l'état des lieux que nous avons eu envie de dresser en cette journée internationale de lutte contre le racisme qui sera demain, samedi 22 mars. On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Camille Bélanger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Désiré Calomboum, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes tous les deux membres de SOS Racisme. Aujourd'hui, du fait de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion, les actes violents se multiplient. Est-ce que c'est encore le quotidien de beaucoup de gens ici en France ? Camille Bélanger ? Oui, bien sûr, évidemment. C'est effectivement le quotidien.
C'est le quotidien depuis très longtemps et pas particulièrement plus cette année qu'une autre année. Néanmoins, nous, chez SOS Racisme, on pense que c'est un combat de toute façon de longue haleine. Donc cette année particulièrement aussi parce qu'il y a des échéances quand même politiques qui arrivent. La crainte possible d'une énième dissolution, donc d'élections législatives précipitées. Et puis cette échéance de 2027 aussi qui plane et qu'on commence dès à présent à aborder. Vous parlez de la politique, justement, c'est intéressant. C'est un phénomène qui s'explique comment, selon vous, Désiré Calambó, ces problèmes de discrimination raciale en fonction de la couleur de peau, de l'origine, de la religion. Est-ce que c'est les mouvements politiques qui sont aussi beaucoup pour quelque chose ou c'est quelque chose de bien plus ancré, finalement, profondément ancré dans la société ? Ça vient de plusieurs choses. La société, elle est traversée par plusieurs éléments. Ça va être, en effet, l'actualité va avoir un impact sur la société, mais c'est aussi qu'en gros, on est tous et tous en fait sujets à des préjugés. Donc c'est les préjugés qui vont justement impacter en fait notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Préjugés, pour faire simple, c'est juger avant de connaître. Et en fait, ça vient de plusieurs choses. Ça peut être notre éducation, ça peut être notre expérience personnelle, mais c'est aussi en rapport avec l'histoire, par exemple. Mais comment dire, le politique va avoir une influence directement aussi sur la manière dont les personnes vont se voir et la manière dont les personnes vont voir le monde, parce que la politique, c'est aussi le fait de gérer la vie de la société. Et à partir du moment où le politique donne des directives où la parole politique est portée sur tel sujet, par exemple la question de l'immigration, forcément ça donne la tonalité un peu dans la société. Et on voit que parce que généralement, quand nos actions en fait visent à aller dans les établissements scolaires pour traiter la question du racisme, la question de discrimination, on voit que les jeunes sont assez vite impactés sur ce qu'ils entendent à la télé et sur ce qu'ils entendent au niveau des médias aussi. Oui, c'est ça, hein, c'est important de parler des médias. Je suis la première concernée. Non, mais c'est important de le dire, c'est vrai, ce qui se passe dans les médias, dans la société, en politique. Quand on voit justement l'Assemblée nationale aujourd'hui, on voit que ce sont les extrêmes qui font beaucoup de bruit. Est-ce que c'est ça aussi, cette polarisation de la société qu'on ressent aujourd'hui davantage peut-être dans les cours d'école ou chez les jeunes de manière générale ? Vas-y. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une réelle polarisation de la société, parce que quand on va dans les... au niveau des extrêmes, on va avoir, par contre, quand on parle des extrêmes, principalement les extrêmes comme l'extrême droite, là où ils vont avoir un discours qui vise justement à séparer la société et à mettre les uns contre les autres, on va retrouver justement ces dynamiques-là qui vont créer de la peur pour certains, dans les deux sens. Une peur en fait de l'autre et une peur en fait d'être mis à l'écart aussi pour les personnes qui font partie des minorités. Et c'est de cette manière-là que ça va se concrétiser réellement. Et ensuite, la composition de l'Assemblée nationale, elle n'y est pas en fait, elle n'y est pas pour rien en quelque sorte, je dirais aussi. Mais quand on voit les frasques à l'Assemblée, quand on voit la manière dont les députés se parlent, par exemple, est-ce que vous pensez que ça peut aussi déteindre sur la manière dont on se parle aussi aujourd'hui dans la société ? Dans la mesure où les politiques sont aussi des repères, évidemment, forcément, si les curseurs sont déplacés, dans la société aussi, ça se reflète, bien évidemment. Après, je trouve pas que dans les établissements scolaires, y ait un impact direct. L'école, c'est pas un sanctuaire. Donc évidemment, elle est traversée par ce qui se passe ailleurs. Néanmoins, si on se base aussi, par exemple, il y a eu une récente étude sur l'indice de tolérance des Français qui démontre que finalement les Français et Françaises sont de plus en plus tolérants, mine de rien. Donc ça vient aussi quand même démentir ce climat social qui, certes, on le voit avec la montée de l'extrême droite, qui fragilise forcément la cohésion sociale. Ça vient quand même aussi démentir ces idées reçues ou cet imaginaire collectif pour dire qu'il y a quand même de l'espoir. Et on le voit aussi chez les jeunes dans les établissements dans lesquels on rentre. Oui, globalement, au niveau de la société, oui, en fait, la société, elle est de plus en plus tolérante. Cependant, la parole politique va avoir un impact parce qu'en fait, ça passe d'abord par le politique. Dès que le politique reprend certaines théories, certains éléments de langage, tout de suite, ça va être répercuté. C'est d'abord. Vous pensez au fond de vous que si, par exemple, les politiques avaient une parole qui était moins tranchée, moins dure, moins par moments très limite d'ailleurs, est-ce que vous pensez réellement que dans la société serait beaucoup plus tolérante
de manière générale. Oui. Sans détour, oui, je pense réellement que si les politiques avaient une parole plus nuancée, une parole plus bienveillante, mais ce serait justement, on verrait on va dire dans le meilleur des mondes, on verrait dans une meilleure société, parce que ça a réellement un impact. La politique, c'est pas simplement de la parole, c'est aussi une mise en acte en fait des paroles et des idées. Donc dès l'instant où on donne telle directive, où on parle de tel sujet de telle manière, on laisse entendre que c'est cette vision de la société-là qu'on a. Mais cela laisse entendre aussi que finalement les Français écoutent du coup encore les politiques, parce que c'est pas aujourd'hui ce qu'on dit. Oui, c'est pas prêt de s'arrêter non plus. Moi, quelque chose que je voulais rajouter pour rebondir sur ce que dit Désiré, moi par exemple ce que je crains ou ce que je constate, c'est aussi la question de la diabolisation de la jeunesse chez nos politiques et du discours qu'on tient en fait envers ces jeunes, qui est particulièrement dévastateur en fait aussi pour la mobilisation, parce que c'est pas sans conséquence de rabâcher à longueur de journée que nos jeunes sont feignants, collés aux réseaux sociaux, qui sont incapables de se motiver, etc. En fait, ça crée de la démobilisation, de penser, de réfléchir. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Et nous, chez SOS Racisme, on est une association qui prône l'engagement militant, qui prône la capacité des élèves aussi à développer leur esprit critique, à penser par eux-mêmes. Et ce genre de discours matraqué à leur encontre, en fait, ça n'aide pas du tout. D'autant plus que c'est pas du tout la réalité, parce que les jeunes, au contraire, aujourd'hui, sont ultra engagés. Ils n'ont jamais été autant, notamment dans l'élection présidentielle. Donc effectivement, c'est complètement à côté. Quand on parle de racisme, on parle de discrimination raciale, évidemment, de manière générale, discrimination envers les religions. On a vu que beaucoup d'actes antisémites ont été commis en France. Est-ce que pour vous, l'un comme pour l'autre, ce sont les mêmes ressorts que le racisme de manière générale? Mais justement, quand on parle d'antisémitisme et de racisme, généralement, on a tendance à penser que ce serait complètement différent. Même si les conséquences sont les mêmes. On va retrouver des conséquences des actes de violence, des actes de harcèlement et de discrimination. Mais par contre, la manière de penser, la mécanique en fait qu'il y a derrière n'est pas la même. Là où dans le racisme, on va avoir cette idée qu'il y aurait plusieurs races et on va les hiérarchiser et ça va donner lieu à un système de domination et ça va s'appuyer sur la question de la couleur de peau, ça va s'appuyer sur la religion, sur la nationalité, l'ethnie, ou encore la couleur de peau, comme j'ai pu le dire, et les origines. Là où dans l'antisémitisme, la question de l'antisémitisme, elle est un peu plus insidieuse en fait. C'est du racisme envers des personnes qu'on identifie comme étant juives, en raison de leur identité, qui est culturelle, mais aussi religieuse, et avec une idée en fait complotiste derrière. Comme quoi, en fait, les personnes juives, potentiellement, elles contrôlent le monde, elles ont beaucoup d'argent, et en fait, c'est quand tu vois une personne juive, c'est des personnes intouchables. En fait, il y a une idée en fait complotiste derrière. C'est un peu comme si c'était une épée de Damoclès en permanence, où il faut cacher en fait sa judéité. Et c'est pour ça que la mécanique en fait du racisme n'est pas la même. Quand on parle des personnes, par exemple, si je prends le cas de moi en tant que personne noire, en fait, je peux pas cacher ma judéité. Je suis noir, ça se voit, et donc je vais me prendre ça directement de manière frontale en fait. Oui, ajouter Camille. Oui, non, je voulais. Désiré, tu as très bien tout résumé, mais effectivement, il y a cette idée aussi d'une crainte basée sur des théories complotistes, là où le racisme va plus se baser sur des théories raciales, ou aujourd'hui sur un racisme culturel. Mais effectivement, il y a cette idée de, à la fois, on les met en dessous de nous, et à la fois, on les met au-dessus et on les craint. Voilà, système de caste, oui, dont on parle beaucoup, effectivement, pour ceux qui sont partis en Inde et qui connaissent bien cette culture-là. C'est vrai qu'on retrouve tout le temps des préjugés, en fait, que ce soit sur tout type, sur les Blancs aussi. Enfin, il y a des préjugés partout et dans tous ces mondes-là. Comment faire pour, justement, arriver à outrepasser ces préjugés? Et si vous voulez bien, on va parler précisément de l'école à travers ça, parce que c'est souvent par la jeunesse qu'on y vient. L'école, dont on disait qu'elle était une bulle, un fameux sanctuaire, ce mot qui revient tout le temps, etc., est devenu aussi le terrain de ces actes racistes, antisémites qu'on voit beaucoup. On va juste préciser là sur l'antisémitisme, précisément un instant sur cette question qui se manifeste de plus en plus tôt et surtout depuis le 7 octobre. Est-ce que pour vous ça a été un élément déclencheur, une espèce de génération plus agressive par rapport à cette question-là? Je dirais que depuis le 7 octobre, il y a eu en effet une recrudescence des actes antisémites. Et de la même manière, il y a eu aussi des actes racistes qui ont envers les personnes musulmanes et les personnes arabo-musulmanes. Ouais. Mais comment dire, si je reprends la question, vous avez demandé si... Est-ce qu'en fait ça a été un élément déclencheur, ce fameux 7 octobre, pour libérer la parole, je parle des jeunes en l'occurrence, et libérer peut-être l'agressivité par rapport à ça? Je ne dirais pas que ça a
un élément qui a libéré l'agressivité, mais c'est plus en fait que le 7 octobre a été un élément en fait d'incompréhension de la part des jeunes et qui leur a fait en fait se poser des questions. Parce que quand on allait en classe, en fait, ils se demandaient pourquoi, en fait, suite au 7 octobre, il y a eu ces conséquences-là. À partir du 7 octobre, c'est plus après le 7 octobre, avec les conséquences, la répression démesurée du gouvernement israélien, qui a donné lieu en fait à à une envolée en fait des actes antisémites. Cela dit, quand on discute avec les jeunes, ils essayent de comprendre plutôt. Au niveau de la jeunesse, si on s'arrête sur la question de la jeunesse, ils essayent de comprendre pourquoi et ils ont l'impression que parce qu'on n'a pas appliqué le mot génocide sur ce qui se passe par rapport à Gaza, bah, ça va servir parfois pour certains à alimenter l'idée que en fait, les personnes juives sont intouchables. Et en fait, on essaye de travailler avec eux sur le fait qu'il ne s'agit pas en fait, d'associer les personnes juives avec le gouvernement israélien, ne pas considérer que toute personne juive serait en fait en rapport avec Netanyahou, ni viendrait en fait d'Israël, ni on serait associé en fait. Et inversement aussi, quand on parle du 7 octobre, on en vient donc à parler forcément de Gaza. Et on a entendu parfois dans certaines chaînes qu'il y aurait un antisémitisme couscous, parce qu'en fait c'est quoi, préciser ce que c'est que l'antisémitisme couscous, parce il y a des personnes qui ont des chroniqueurs qui ont tenu comme propos en disant qu'en fait l'antisémitisme viendrait en fait des populations qui seraient arabo-musulmanes. Donc, il y a une tentative de mise en confrontation entre personnes juives et personnes arabo-musulmanes. Donc, c'est ce travail-là aussi qu'on essaye de faire, de déconstruire cette idée que, en fait, quand il y aurait de l'antisémitisme, en fait, ce serait que ça viendrait en fait directement des personnes qui seraient arabo-musulmanes. Là où en fait la question, ça n'a rien à voir en fait. Et non, elle existe depuis bien longtemps dans la culture française, depuis plusieurs générations. On le sait malheureusement. Je vais citer Hélène Bougnol, coprésidente du réseau l'ICRA Éducation. Les insultes racistes et antisémites ont toujours existé, même à l'école primaire. On pensait que c'était que au collège, au lycée. Non, même à l'école primaire. Mais depuis quelque temps, il n'y a plus aucune censure dans les cours d'école. Il n'y a plus de tabou. La Shoah n'est plus un tabou. Faire un signe nazi n'est plus un tabou. La faute à Elon Musk aussi? Certainement, dans une certaine mesure, oui. Bon, en fait, à quoi on assiste, c'est pas forcément une montée des actes, c'est une banalisation, surtout, des actes. Mais nous, on le voit dans les écoles aussi, il n'y a pas forcément une idéologie ancrée derrière dans la tête des jeunes. En revanche, il y a de la reproduction de ce qu'on peut voir à la télé, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il y a forcément, oui, le discours des parents joue dans l'éducation, évidemment, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a vraiment quand même aussi cette banalisation, tout simplement aussi sous couvert d'humour. Les jeunes n'ont pas tout à fait conscience, en fait, qu'une blague raciste reste un propos raciste qui doit être condamné, par exemple. Mais est-ce que les enfants, justement les jeunes, peu importe l'âge, comprennent réellement les mots qu'ils emploient et les idées qu'ils diffusent? En fait, c'est tout le travail aussi de nos ateliers, en fait. C'est tout le travail de nos ateliers, de créer ces espaces d'échange, de débat, de remettre du concept aussi justement sur des notions qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils comprennent mal. C'est tout l'enjeu. Ouais. Parce que le national-socialisme, par exemple, je suis pas sûre qu'on l'associe à Hitler. Non, mais je veux dire, c'est quand même des notions que peut-être peu de jeunes connaissent. Non, ils n'ont pas forcément conscience en fait à quoi à ce à quoi ça fait référence. Parfois, ça va être pour eux, ils vont vraiment le prendre sous le couvert d'une blague. Ils vont sortir ils vont donner, ils vont dire des choses qui sont à caractère antisémite, raciste, sous le couvert d'une blague. Pour eux, c'est une manière aussi parfois, parce que ce sont des jeunes qui subissent aussi cette violence en fait par le biais des paroles racistes. Et pour eux, parfois, ça peut être sous couvert de la blague de mettre à distance et en gros d'extérioriser en fait la violence qu'ils reçoivent. Mais d'autres moments, ils le disent parce qu'ils l'ont entendu et la manière dont ça a été dit, ils ont l'impression que c'est assez drôle et donc ils vont le ressortir sans prendre conscience. Et parfois, quand on arrive en classe et qu'on commence à discuter avec eux, ils font « Ah ok, j'avais pas compris ça comme ça. Moi, je l'ai juste dit pour rigoler et tout ça. » Et en plus, on s'attarde un peu plus sur la question de la blague parce quand ils le disent, ils ont l'impression qu'une fois qu'une personne parmi en fait, leur groupe aura rigolé, que ce sera quelque chose de valide et quelque chose qui peut être redit à d'autres moments. On essaie en effet aussi de les responsabiliser. L'idée, c'est pas d'arriver en cours et de culpabiliser les jeunes, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas forcément une idéologie ancrée derrière. En revanche, il y a une prise de conscience. Nous, on est là pour ça, pour les responsabiliser, pour sortir de la classe en leur disant maintenant,
vous êtes responsable, vous le savez. Donc quand vous tiendrez ces propos, vous en serez responsable. Donc c'est insister vraiment là-dessus. Ouais. On parle évidemment des actes antisémites, mais aussi des actes de racisme. Hein. C'est le même combat, évidemment, et c'est le combat de touche pas à mon pote. Tiens, regardez, montrez-nous encore cette petite, cette petite image qu'on adore. Touche pas à mon pote quand même, hein, ne pas oublier. Ils se sentent pris en tenaille, je cite, entre concurrence victimaire face à l'antisémitisme d'une part et assignation à être désignés comme terroristes de l'autre, dit toujours en fait la présidente de l'ICRA Éducation, c'est-à-dire qu'on est aussi des enfants qu'on associe au Hamas. Oui, c'est ça. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, quand je disais qu'il y a des paroles qui sont dites dans certaines chaînes où on assigne en fait des personnes en fonction de leur origine ou leur religion. On va parler, donc c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, l'antisémitisme entre guillemets couscous. Donc c'est là aussi où on veut assigner en fait des personnes par rapport à leur origine arabe et leur religion qui serait l'islam. Et on va dire en fait que ce sont ces personnes-là qui seraient premièrement antisémites. Et de l'autre côté, c'est cette association qui va être faite entre juifs et Israël. Et on va donc parfois, on a pu voir aussi des personnes qui sont interrogées directement parce qu'on les a identifiées comme juifs. En fait, tu penses quoi de ce qui se passe à Israël ? Ou d'autres personnes qui sont d'origine arabe ou qui sont musulmanes, on va leur dire tu penses quoi en fait de ce qui se passe du 7 octobre ? Alors que je suis d'abord en France, en fait, dans un premier temps, et j'ai mon identité propre. Et la première relation qu'on peut avoir, ça peut être autre chose. On peut discuter d'autre chose avant de m'assigner directement, en fait, en raison de mon origine ou de mon nationalité, enfin, de mon origine ou de ma religion. Oui, on s'écarte un tout petit peu de la question, mais finalement, ça la rejoint. C'est vrai que c'est difficile aussi de parler de choses qu'on ne connaît pas. Et avec les réseaux sociaux, avec notamment TikTok et Insta, on a une espèce d'immédiateté tout d'un coup de la réponse qu'on doit donner. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui joue aussi beaucoup chez les jeunes, de se dire, tout d'un coup, il faut que j'aie une opinion tout de suite, alors qu'on a le droit de dire, écoute, je sais pas, j'ai pas toutes les infos, je vais d'abord me... En soi, on s'éloigne pas tant que ça du sujet parce que chez SOS Racisme, on travaille aussi sur l'éducation aux médias. On a un atelier qui s'appelle Modère ton réseau, où il s'agit donc de prendre conscience et prendre un peu de distance sur se questionner d'où vient l'information et comment est-ce qu'elle est menée. Est-ce que cette information-là, elle tente pas en fait peut-être de manipuler ma manière de penser ou comment il s'agit de signaler des propos, parce que est-ce que je n'alimente pas en republiant, en repostant, en commentant, est-ce que je n'alimente pas en fait une idée. Et cette question d'immédiateté, en fait, c'est tout ça qu'on travaille aussi, parce que derrière les réseaux sociaux, en fait, il y a une banalisation souvent complète qui est faite. Par exemple, si on prend le réseau social X, on a l'impression que la parole est complètement libérée, on peut tenir n'importe quel propos et on n'aura aucune sanction. Sauf que quand on travaille avec eux, c'est pour leur dire faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Souvent, ça peut avoir des conséquences. Et derrière, il y a cette profusion de propos qui viennent alimenter encore une fois en fait les préjugés derrière. Peut-être la bonne chose d'ailleurs de la non-modération des réseaux sociaux, c'est de se dire qu'il faut soi-même être tout le temps en responsabilité de ce qu'on fait. La question est donc de se dire comment aider les profs dans ce contexte. Heureusement, vous êtes là chez SOS Racisme pour aller dans les écoles et vous mobiliser en permanence. L'inspection générale d'histoire, donc de la matière l'histoire, a mis à la disposition des enseignants des ressources pour leur permettre de répondre aux questions justement que se posent les jeunes souvent et notamment à partir du collège, des questions sur ce qui se passe effectivement entre l'Ukraine et la Russie, entre Israël et la Palestine. En dehors des niveaux où le conflit israélo-palestinien est au programme, et je cite à nouveau, c'est à l'enseignant de décider s'il se sent de répondre à la question d'ouvrir le débat ou non. Et alors là, franchement, j'ai un vide intersidéral. J'en ai des points. Mais comment on peut donner cette responsabilité de choix en disant, je sais pas, tu fais comme tu veux, hein, t'en parles pas. Absolument. Mais... Et oui, effectivement. Et en fait, on constate, nous, on est en relation constante avec les professeurs qui témoignent justement aussi de ce manque de ressources, de ce manque d'accompagnement, notamment, et qui est laissé finalement à la bonne volonté des uns et des autres de s'informer, d'aller chercher soi-même les ressources, là où nous, en fait, on agit sur les élèves, principalement. Donc la formation des professeurs, par exemple, on ne va pas la dispenser. En revanche, on a nos ressources propres. On a de la chance d'en avoir beaucoup, d'avoir un réseau aussi militant depuis des années et des années, donc beaucoup de connaissances sur nos sujets qu'on met à disposition. Maintenant, on a besoin d'un soutien des pouvoirs publics, en fait. On a besoin d'un soutien des initiatives, que ce soit des syndicats. Je pense notamment au syndicat Sud Éducation, 91, 93, qui mène un certain nombre d'initiatives. 91 aussi mène, peut-être bientôt. Qui a fait un énorme travail en produisant un document avec une liste de recommandations pour rentrer en pédagogie antiraciste. Il faut que maintenant,
ces initiatives soient soutenues par le pouvoir public. Mais c'est qu'en fait, les ressources, ils le disent, l'inspection générale d'histoire les met à disposition des enseignants pour le collège. La problématique est surtout de dire, écoutez, si vous ne le sentez pas, et on peut comprendre que les professeurs, c'est très compliqué, surtout avec les drames de Samuel Paty, de Dominique Bernard, forcément, il y a une tension énorme. Et pour les élèves, c'est trop compliqué aussi, pour tous ceux qui vivent ça au quotidien. C'est très lourd comme actualité, on peut le comprendre tout à fait. Mais c'est vrai que c'est de se dire juste, vous le sentez pas, vous le faites pas, certains vont se dire, écoute, il y a tellement de boulot, je suis tellement submergée, j'ose pas trop. Oui, souvent, les professeurs qui vont en parler et essayer d'en parler, ça va être les professeurs d'histoire, les professeurs d'EMC, ou même les professeurs de français, ou par des textes, des professeurs d'anglais, par le biais en fait, de la ségrégation raciale, vont parler de la question du racisme. Ouais. Mais, comment dire, certains sujets sont assez complexes à traiter et les professeurs ont des difficultés à traiter ça parce qu'ils ne savent pas de quelle manière l'aborder. Nous, notre facilité, c'est qu'on parle sur la base de l'éducation populaire. On considère que les jeunes, et donc notre posture, elle est complètement différente de celle d'un enseignant, où l'enseignant est là pour instruire et apporter un savoir qui est un peu, comment dire, descendant. Et nous, notre posture, elle n'est pas descendante, elle est plus ou moins horizontale, où on s'appuie sur les connaissances, on interroge les jeunes, mais c'est aussi, comment dire, si les professeurs avaient potentiellement cette posture et cette démarche en fait pédagogique, ça faciliterait peut-être la manière dont ce serait pris. Et on peut entendre parfois dans des classes, par ignorance par rapport aux jeunes, des paroles qui peuvent être choquantes et qui peuvent nous froisser par exemple, mais notre posture à nous, c'est de nous dire, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais nous sommes là pour vous questionner, vous amener à vous questionner, pour vous amener en fait à réfléchir avec nous ensemble sur la base de connaissances que vous avez et qui sont multiples. Ça peut être ce que vous avez vu sur les réseaux, certes, mais on va s'interroger, où est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est réellement une information, une source fiable? Donc c'est vraiment s'appuyer sur leurs connaissances et avoir cette posture-là qui permet justement de traiter de la meilleure manière, en fait, je pense, les sujets. Et puis de pouvoir peut-être aussi, quelque part, éduquer ses propres parents, parce que aussi on a cette logique inversée de jeunes qui sont très informés sur les réseaux, alors pas forcément toujours en bien, mais quand même qui ont beaucoup d'informations qui arrivent, souvent assez orientées, dans un sens comme dans l'autre. Et puis ces parents qui sont un peu dans le vide, qui voilà, se intéressent pas forcément au sujet, ça peut arriver. Comment justement travailler cette question-là avec les jeunes? Alors justement, bon, les jeunes ne sont pas censés non plus éduquer leurs parents. Oui, mais c'est souvent ce qui arrive, malheureusement. Mais dans nos ateliers, justement, c'est aussi... on dit très souvent dans l'éducation populaire et chez SOS Racisme qu'on plante des petites graines. On ne sait pas où elles vont éclore, et elles peuvent éclore effectivement dans la tête des parents au sein des familles. Mais oui, effectivement, il y a ce conflit de loyauté aussi qu'on peut voir au sein des classes, qui est difficile à traiter, certes. Et c'est pour ça que nous, on arrive dans cette démarche, comme disait Désiré, de dire aussi, on n'est pas là pour vous convaincre, en 2 heures encore moins. En revanche, nous, on vous explique pourquoi nous, en tant qu'association, on pense comme ça, pourquoi est-ce qu'on défend ce projet de société. Ensuite, à vous aussi, finalement, de reprendre ces graines et d'en faire ensuite votre propre opinion. De ne pas avoir peur de l'autre, peut-être, la clé. C'est ça. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau du Grand JT. Camille Bélanger, membre de SOS Racisme, et Désiré Calambeau, également membre de SOS Racisme. Merci à vous. Touche pas, mon pote, n'oubliez pas. Merci, on marque une courte pause. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Tiziana Caporal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef de service éducation et animation à l'Institut océanographique de Monaco. Merci d'être avec nous. On va parler océan aujourd'hui. L'année 2025 a été proclamée année de la mer en France, en l'occurrence. L'occasion pour nous de faire un focus sur cet Institut océanographique absolument magnifique, remarquable. L'océan, c'est vrai que lorsqu'on dit ce mot, ça parle à tout le monde. On a des images tout de suite qui viennent en tête, de très belles images, peut-être certains en ont peur d'ailleurs, et pourtant de nombreuses familles n'y ont pas accès, faute d'argent, aussi faute de géographique, parce qu'ils sont probablement dans la ruralité ou autre. Est-ce que pour vous il existe une réelle méconnaissance finalement de ce qu'est l'océan et surtout de ses enjeux ?
Ah oui, tout à fait. On la constate tous les jours et même quand on habite au bord de l'océan, on n'est pas forcément à l'aise, on ne le connaît pas assez pour se dire proche ou s'approprier facilement de cet environnement qui reste très accessible des fois, mais de compréhension un peu plus complexe. Et donc c'est vrai qu'on remarque de plus en plus que des familles, même des jeunes qui vivent au bord de mer, souhaitent avoir un accompagnement un peu plus privilégié et personnalisé pour se sentir ambassadeur et profiter de cet environnement. En effet, face à toutes les catastrophes environnementales qu'on a connues ici en France et dans le monde ces dernières années, il est peut-être important de rappeler aussi de quelle manière les écosystèmes marins jouent justement sur le climat. Ah oui, l'océan, il fait partie, c'est le moteur du climat en même temps que l'atmosphère. Et c'est vrai que être conscient de ce qui sont les impacts de nos actions au quotidien est important à tous les niveaux pour pouvoir agir concrètement. En effet, tous les gestes qu'on fait qui sont à la base de la production du CO2 peuvent participer à ces changements climatiques qu'on vit au quotidien. Et donc chaque action qu'on peut faire au quotidien chez nous à l'école peut avoir un impact positif sur ces effets. Est-ce que les élèves, les plus jeunes, sont plus conscients que la génération, peut-être la nôtre ou celle d'avant, justement de ces enjeux-là ? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et les élèves découvrent l'océan et l'environnement, l'attention à l'environnement, pratiquement presque dès la crèche. Et ils sont en capacité de comprendre les liens qui existent entre l'océan et l'environnement en général, la santé de l'homme. Et c'est quelque chose qui se ressent, ils sont conscients assez jeunes de cette importance de préservation. Conscients de la santé de l'homme en lien avec l'océan, avec les mers, est-ce que peut-être qu'on peut réellement expliquer à quel point tisser justement des liens entre l'océan et les plus jeunes est une nécessité, comprendre l'impact justement de cet océan sur la santé des hommes? Alors, l'océan, nous, on parle simplement, vu de la part de l'homme, de services écosystémiques. L'environnement joue un rôle important pour notre bien-être. On le ressent quand on se promène en forêt, mais on le ressent aussi quand on est au bord de la mer. On a cette sensation de bien-être. Mais non seulement il y a des actions concrètes que le milieu marin agit pour la protection, par exemple, des bords de mer. Et ça, on le ressent dans toutes les parties du monde avec des écosystèmes qui sont typiquement côtiers, comme la Posidonie chez nous, comme les mangroves, comme les récifs coralliens, et qui participent à l'économie, mais participent aussi à cette préservation de la biodiversité au niveau mondial. Sensibiliser les jeunes, donc, et les moins jeunes aussi, on le rappelle, les familles, de manière générale, aux enjeux de la protection de l'océan. C'est pour ça que vous avez organisé ce concours Océano pour tous. C'est la 11e édition cette année, il me semble, en 2025. Vous le préparez assez tôt, ça démarre dès 2024. Vous proposez effectivement à des classes, à des écoles, des établissements d'y participer. Racontez-nous. En effet, le concours démarre vraiment à la rentrée scolaire au mois de septembre. On invite les enseignants qui souhaitent sensibiliser leurs élèves à s'inscrire. Donc le concours est ouvert à toutes les classes de collège, donc de cycle 3 à partir de CM1 et CM2 jusqu'aux classes de 3e qui sont en zone d'éducation prioritaire, en zone rurale aussi, mais aussi à toutes les classes qui sont en dispositif au lycée. Et l'objectif, c'est de pourquoi pas tous les établissements de manière générale? Alors, on souhaitait vraiment accompagner davantage, donner la possibilité à ces classes qui sont souvent sur lesquelles l'accompagnement à l'environnement peut être peut-être secondaire ou délaissé, ou tout simplement faire en sorte que ça soit autant traité comme tous les autres sujets, et donc venir accompagner. C'est pour ça que ça s'appelle Océano pour tous, faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et donc, on accompagne les classes
classe à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de mars à travers des ateliers pédagogiques qui sont effectués à distance. Et l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de leur permettre de s'approprier des connaissances nécessaires pour pouvoir agir concrètement à leur niveau dans les collèges. Alors, ateliers pédagogiques effectués à distance, ça veut dire que ce sont les enseignants, du coup, qui font le relais des ateliers que vous proposez? Comment ça se passe? On est face à face avec les élèves, mais nous, depuis nos bureaux et avec la classe. Ouais. Et on est, c'est des ateliers qui se passent vraiment avec des questions-réponses avec les élèves sur différentes thématiques, comme on disait tout à l'heure, les changements climatiques, l'importance des écosystèmes, la biodiversité. Alors, vous ouvrez cette année en plus ce concours au Pays de la Méditerranée. Qui participe? Alors, actuellement, on est en train justement de sensibiliser les classes qui sont autour de la Méditerranée. Il y en a beaucoup. On va voir rapidement un retour des classes, par exemple, de l'Espagne, d'Italie. On a des classes en Grèce, on a des classes en Algérie. On est en contact avec des enseignants qui sont déjà sensibles à la thématique et qui souhaiteraient concrétiser cet engagement avec la participation. Et petit à petit, l'objectif, c'est de continuer jusqu'à 2030 avec la thématique Méditerranée pour avoir un peu tous les représentants des pays du pourtour méditerranéen. Oui, d'autant qu'il y a quand même une classe aux Seychelles, d'après ce que je vois, donc c'est génial. C'est vraiment worldwide. Et quand on dit océan, en fait, on a bien compris, puisque c'est la mer Méditerranée, c'est très global. Ce sont tous les océans et les mers. Enfin, il y a un océan, finalement. Et on a beaucoup de classes qui sont partout, dans tous les océans du monde, parce qu'on a les classes des régions et départements d'outre-mer. Ouais. Donc on a des classes tous les fuseaux horaires. Réunion, on a de la Nouvelle-Calédonie. En effet, c'est tous les fuseaux horaires, mais vraiment c'est très très intéressant de pouvoir nous échanger avec ces élèves et ces réalités, et pour les élèves de faire ressortir leur rapport à leur mer, à leur océan. Et donc, on respire et on découvre des cultures, une importance que la mer a dans chaque région du monde. Alors, juste un petit mot rapide, parce que c'est très intéressant. Il y a plein de projets, 31 projets qui sont en lice. Évidemment, on ne va pas tous les citer, mais bien sûr, vous pourrez les retrouver sur le site de l'Institut océanographique de Monaco. Peut-être un point déjà précis sur... Donc, on a une marraine de cœur qui est géniale, c'est Estelle Lefébure, qui est là depuis le début. Qui nous accompagne. Voilà. De manière formidable. Donc, qui est également jury, c'est ça, cette édition. Et qui fait partie aussi du jury? Qui d'autre? Alors, on essaie d'avoir autour de nous des scientifiques, mais aussi des personnes qui sont au niveau gouvernemental dans les institutions. Donc, on a des doctorants qui ont fait des thèses sur l'océan. On a des scientifiques du CNRS qui participent et qui travaillent au quotidien sur la mer. Et puis, on a des institutions, des associations locales avec lesquelles souvent les différentes entités, les différentes classes ont pris l'habitude de travailler. Bien sûr, l'éducation nationale qui participe pour pouvoir avoir aussi un œil sur la partie programme scolaire et engagement au niveau des enseignants et des élèves. L'accompagnement est évidemment très important. Alors, peut-être un projet qui vous tient à cœur, dont vous voulez parler en particulier ? Un projet, donc je voudrais pas enlever bien sûr. Et mettre en avant un seul projet, mais je voulais juste vous donner un exemple. Il y a des classes, je disais par rapport à leur environnement, qui vont parler, par exemple, ils vont parler des raies manta. Ils vont faire un travail au Maupetit sur la protection des raies, juste simplement comprendre comment elles vivent et pourquoi elles sont menacées. À La Réunion, sous les tortues marines, oui. Ici en Méditerranée, sur la Posidonie. Donc vous voyez, chaque classe s'approprie de leur écosystème et souhaite davantage le connaître pour mieux le protéger. Un petit mot sur la Posidonie, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache. La Posidonie, c'est une plante qui vit en Méditerranée et qui est très importante parce qu'elle construit sous la mer comme des forêts qui sont... très très important pour la protection de la plupart des espèces qui vivent au bord de mer. Et donc c'est une espèce, comme on disait, qui est malheureusement menacée, surtout par les ancres, par les constructions côtières. Et donc les élèves apprennent à la découvrir, à la reconnaître, parce que souvent... en été, on se promène sur le bord de mer et on peut trouver l'effet de cette plante gênant. Mais de plus en plus, les municipalités et les élèves sont sensibilisés à l'importance de cette plante parce qu'elle protège les plages, mais non seulement avec ses racines, elle protège vraiment toutes les corps de Méditerranée. Donc l'idée, c'est un projet de restauration, c'est ça, projet de restauration, projet de plongée pour découvrir l'importance sous la biodiversité, de réimplantation avec les entités, les associations locales. Donc, une fois qu'ils connaissent,
ils essayent d'agir en fonction de leurs capacités et compétences. Oui, parce que c'est absolument génial, en fait, les ateliers, certes, effectivement, dans les écoles, mais une fois qu'on s'est dit, bon, ok, on a focalisé, on a trouvé, effectivement, quel va être notre projet, on le voit d'ailleurs à travers ces photos, les élèves partent, effectivement, plonger, partent voir, admirer, regarder, expérimenter l'océan. Là, ils deviennent vraiment ambassadeurs, c'est leur milieu, et ils souhaitent le protéger vis-à-vis des touristes, vis-à-vis de leur famille, sensibiliser les nouvelles générations. Ils deviennent véritablement des ambassadeurs. Il faut savoir que la plupart des classes qui participent au concours poursuivent sur les années suivantes le projet, parce que les élèves, ils sont complètement engagés et maîtres de ces actions. Et là, vous avez vu une photo, il y a des élèves qui n'avaient jamais mis la tête sous l'eau. On parlait tout à l'heure. Même si on habite au bord de mer, des fois, on ne connaît pas. Et là, pendant les concours avec les professeurs, beaucoup de professeurs organisent ces plongées, ces randonnées palmées qui vont dévoiler un monde magnifique à ces élèves qui deviennent après très, très engagés et présentent une envie d'agir pour le protéger. Un monde absolument génial. Donc, ils ont effectivement en mars, je crois, pour restituer, pour donner leur dossier, c'est ça, de présentation. Quels sont les prix à la clé ? Tiziana Caporale. On met à disposition des classes des dotations financières, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un bout de chemin pour découvrir la mer, mais on veut, pour les classes qui gagnent, on aimerait le faire pour tous, mais qu'ils aillent au-delà. Et donc, les accompagner dans des séjours, des croisières whale watching, une découverte de différents sports qui permettent de découvrir de façon soft la mer, tout en la préservant. Donc, les dotations servent vraiment à réaliser ces projets. Et la classe gagnante qui est on a différents prix. Donc pour le prix qui est moins de 1100 km, la classe gagnante, elle vient à Monaco où elle va passer 3 jours. Et cette année, avec les classes de Méditerranée, on souhaite vraiment organiser un événement de présentation des différentes cultures et un événement collaboratif pour lancer les défis aux nouvelles générations Océan pour tous. C'est vraiment génial, ce prix, cette organisation. Ça se passe toute l'année. Beaucoup de partenaires, beaucoup de mécènes, beaucoup de personnes qui sont sensibilisées effectivement à l'environnement de manière générale, à l'océan en particulier. 750 élèves qui participent au concours Océan pour tous. Enfin, un vrai projet absolument, vous l'avez dit vous-même, mondial en fait, parce qu'il se situe là en l'occurrence en France, mais qui concerne tous les pays francophones et en plus les pays de la Méditerranée. Bravo, merci beaucoup Tiziana Caporale d'être venue sur ce plateau, chef de service éducation, animation de l'Institut océanographique de Monaco. Merci beaucoup. Merci. Depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche, le SIDAction compte sur votre générosité dans le cadre de son traditionnel week-end de mobilisation. Ça fait 30 ans qu'ils se mobilisent et qu'ils aident la recherche médicale. Oui, grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Ce sont les mots de cette nouvelle campagne de mobilisation, une association qui rappelle que la lutte contre le VIH n'est pas encore terminée et qu'elle doit rester au cœur de nos priorités. On rappelle que cette association, elle a vu jour en 1994 avec Lynn Renaud et Pierre Berger, dont l'objectif reste aujourd'hui le même, encore tout simplement financer la recherche, aider les malades. Le premier SIDAction, c'était en avril 1994 justement, avec un soutien médiatique sans précédent. On avait 6 chaînes qui avaient rediffusé pendant près de 6 heures la même émission, avec, bon à rappeler, 23 millions de téléspectateurs, 300 millions de francs qui avaient été récoltés. Je vous fais la transaction, ça fait 74 millions d'euros. Alors avant d'évoquer justement cette campagne, on va rappeler 2 termes, VIH et SIDA. Il faut les différencier. Je propose d'écouter justement la directrice générale du SIDAction, Florence Thune. Le VIH, c'est le virus qui contamine les personnes lors d'une relation sexuelle non protégée, par exemple. Et le SIDA, c'est la maladie qui se développe lorsqu'on n'a pas accès à un traitement. L'immunité de la personne baisse et elle attrape un certain nombre de maladies qui sont graves et de plus en plus graves et qui peuvent conduire à la mort. Et dans ce cas-là, on parle effectivement d'un stade SIDA. Donc les personnes peuvent vivre avec le VIH sans avoir le SIDA parce que grâce au traitement, justement, le virus se maintient sous cloche, on va dire. Par contre, quand on a effectivement le sida, on a forcément le VIH. Mais le VIH, c'est le virus et le sida, c'est plutôt le stade maladie.
Et aujourd'hui, grâce aux fonds récoltés, grâce à cette forte mobilisation, sachez que les traitements sont de plus en plus efficaces. Alors il est toujours bon de rappeler qu'il faut sortir couvert, comme disait un certain animateur, avec notamment le préservatif. Ne l'abandonnez pas et pensez au dépistage. C'est ce que m'expliquait notamment Florence Thune. On rappelle aussi qu'en France, près de 5500 personnes ont découvert leur séropositivité en 2023. Un chiffre qui augmente et 180 000 personnes vivent avec le VIH en France. 7,5 millions de dépistages ont été réalisés sur l'année 2023. Vous avez raison de le rappeler, il faut s'en réjouir, mais le nombre de dépistages progresse, c'est clair, chez les jeunes. Cependant, il reste trop peu fréquent, selon un sondage réalisé auprès des 15-24 ans. Oui, 36% en fait, seulement de ces jeunes qui ont une vie sexuelle ont réalisé un test de dépistage, notamment dans l'année. 3/4 des jeunes qui se déclarent bien informés, mais c'est un chiffre qui est en baisse et les idées reçues et les fausses infos circulent et n'ont jamais autant été répandues. Pour vous en citer quelques-unes, 42% des jeunes pensent que le VIH peut s'attraper et se transmettre par un baiser. 31% en buvant dans le verre d'une personne séropositive. 39% pensent que l'on guérit du sida. Là aussi, tous ces chiffres que je vous donne sont en forte hausse. Pour ces jeunes interrogés qui ont un partenaire sexuel en dehors du couple, 33% n'utilisent pas de préservatif. Alors face à ces constats, le SIDAction appelle à une intensification de la prévention. Et puis selon leurs mots, là aussi qu'on a pu lire, il faut absolument mettre en place et appliquer le programme d'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle tout au long de la scolarité. Et ce, dès la rentrée, c'est un combat, on le sait, et c'est un sujet qui plus est d'actualité. Alors avec ce SIDAction, on a une nouvelle campagne qui est synonyme de nouvel hymne. 27 ans après sa raison d'être de Pascal Obispo et Lionel Florence en 98, place à Grand Soleil, organisé, interprété par le rappeur Damso. Ils sont 17 autres artistes à avoir participé, que ce soit du rap, de la pop et même du gospel. Le message est le suivant: le respect de soi, des autres, de l'amour et de la tolérance. On l'écoute. N'est pas sur nos luttes, mais l'espoir n'a pas faibli. Le corps se défoule, mais sans protéger sa vie. L'amour, la haine, ton cœur qui saigne ne tombera pas dans le vide. Je l'emmènerai près du grand soleil un jour de pluie. Alors pour vous en citer quelques-uns, Oshi, Kalash Criminel, Eddie de Preto, Youssoupha participe à ce titre et Damso explique le sens de ce titre, justement, c'était sur France Inter. Je trouve que c'est important de ramener de l'espoir là-dedans. C'est justement, je t'emmènerai près du grand soleil un jour de pluie, dans ta détresse, dans ce mal-être. Je pense qu'il y a toujours de l'espoir, c'est un peu dans ce sens-là. Chacun a mis sa patte, c'était ça le but, de trouver les accords qui correspondaient à toutes les voix, parce que j'ai pris du temps pour écouter un peu les voix de chacun, les projets de chacun, chacune. Ils sont allés d'une bonne volonté incroyable. Alors Grand Soleil est dispo sur toutes les plateformes de streaming, bien évidemment. Les bénéfices générés seront reversés au SIDAction en son intégralité. Pour faire un don, vous avez le numéro suivant, le 110 bien sûr, sur internet www.sidaction.org ou par SMS en envoyant donc le mot don au 92 110 pour faire un don de 10 €. On se mobilise tout au long de ce week-end. Merci beaucoup Guillaume, merci mille fois. Tout de suite on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Qu'est-ce que vous avez décidé, vous, et quand avez-vous décidé de montrer le quotidien de Marcel, le quotidien de votre famille? Parce que son petit frère, sa petite sœur sont arrivés après, je précise. Oui, c'est ça. Alors, on a eu l'idée, quand Marcel avait 3-4 mois, de parler de son quotidien sur Facebook au début. Et puis, en fait, c'était avec la venue de la Journée mondiale de la trisomie 21, qui a lieu chaque 21 mars. Voilà, on s'est lancé sur Facebook et dès le premier post qui décrivait un petit peu Marcel, voilà, je suis un petit garçon qui aime faire des surprises, notamment celle d'arriver avec un 3e chromosome, 21. Et ben le premier post en fait a tout de suite beaucoup marché et de fil en aiguille je me suis rendu compte que moi ça me permettait, c'était un petit peu une thérapie puisque j'écrivais de manière optimiste, enjouée et ça me permettait de, oh là là, ça fait longtemps que j'avais pas vu ces images, de dédramatiser le handicap. Et de montrer qu'on pouvait avoir une vie tout à fait ordinaire. Et puis après, effectivement, on a eu Basile, son petit frère, qui a 6 ans et demi, et Colette, qui a 3 ans et demi. Et donc, on a élargi. Maintenant, c'est plus, on montre la vie de famille, mais pour montrer que justement, ça n'empêche pas d'avoir une vie de famille nombreuse. Il y a aussi ces injonctions, hein, on parlait d'injonctions institutionnelles, mais ces injonctions tacites, en fait, de durer, de tenir ce calendrier scolaire qui fait que les enseignants ont tendance à toujours tenir jusqu'aux vacances, tenir jusqu'à la prochaine rentrée, tenir jusqu'à des échéances qu'on ne maîtrise pas. Et voilà.
on s'épuise, et avec des demandes et des urgences, qui semblent être des urgences en tout cas, qui arrivent de manière assez abondante, sans qu'on ait forcément le temps de trier, d'arbitrer, de dire... sans qu'on voit le sens. Sans qu'on voit le sens, et puis sans qu'on ait le choix aussi. Une question de pouvoir d'agir aussi, qui est importante. Donc je pense que tout ça fait qu'il y a une fatigue, que ça fatigue les enseignants, et qu'on manque de ce temps, de cet espace où on peut prendre un peu de recul pour regarder, trier, arbitrer, prioriser. Et en fait, avec votre podcast, avec ce livre, avec le coaching que vous faites, c'est ça que vous essayez de proposer à vos anciens collègues. C'est ça, finalement, c'est la ressource dont vous avez manqué. Exactement, la ressource qui va leur permettre de prendre cette hauteur, de regarder les choses autrement, de trouver du feedback, de gagner en confiance dans ce qu'ils ont, et de garder cet enthousiasme le plus longtemps possible, tout en se préservant et en sachant aussi poser ses limites, comprendre quand est-ce que c'est trop, quand est-ce qu'on peut s'arrêter sans culpabiliser. Il y a beaucoup de culpabilité dans les formations, les accompagnements, les coachings des enseignants qui sont déjà au bout de leurs ressources parfois et qui culpabilisent de ne pas en faire suffisamment. Et on n'en fait jamais assez. Voilà. On a parfois l'impression, c'est vrai que les algorithmes d'intelligence artificielle, ils opèrent un peu comme des boîtes noires. C'est ce qu'on entend dans les médias, c'est ce que les gens peuvent nous dire aussi. Et c'est ce pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne souhaite lever le voile d'ignorance, protéger aussi le droit des citoyens dans le cadre de cette décision. Est-ce que vous voulez bien nous défricher un petit peu le sujet, Alexandre ? Bien sûr. Alors, déjà, c'est une bonne impression. Les algorithmes, les LLM en particulier, sont ce qu'on appelle des black box ou boîtes noires en français. L'idée, c'est qu'un LLM n'a pas en fait de règles définies. C'est pas un algorithme classique on a hardcodé. Hardcodé, ça veut dire qu'on est venu ligne par ligne lui dire si se passe ça, tu vas faire ci, si se passe ça, tu vas faire ça. D'accord. Un LLM, son principe de base, ça va être de prédire le prochain mot, uniquement ça. Il ne comprend pas ce qu'il prédit, il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne comprend pas non plus le monde extérieur. L'idée, c'est juste de faire des mathématiques et de dire si je commence ma phrase par « Bonjour Philippines », peut-être que la suite va être « Est-ce que tu as passé une bonne journée ?» Exemple. Bien sûr. Et ça, c'est des maths. Aujourd'hui, on fait des calculs de matrices au sein de ces LLM et parfois, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, comment ça fonctionne, quelles informations ils utilisent, ce qu'on appelle en fait, on a des milliards de paramètres. Si on prend l'exemple d'un GPT-4o, par exemple, il y a des milliards et des milliards de paramètres, et sur chaque réponse, il va aller chercher le paramètre qui lui est utile. Sauf qu'on comprend bien ici que sur des milliards de paramètres, c'est un peu compliqué d'arriver à prendre le fil rouge et à le retracer jusqu'au début de son raisonnement, un peu comme on ferait avec un humain. C'est aujourd'hui incapable de vous dire pourquoi je vais finir ma phrase en disant ce mot et pas un autre. Et c'est exactement ce qui se passe avec les LLM. Comment se passe la scolarité de Marcel ? Marcel a commencé l'école en petite section de maternelle, il n'avait même pas encore 3 ans. Il a eu un accompagnement par une AESH, donc c'est une accompagnante d'enfants en situation de handicap. Et il a fait comme ça jusqu'à son 2e CP, une école ordinaire. Et à partir du CE1, il est passé dans une classe Ulysse, un dispositif Ulysse, mais j'imagine que vous connaissez très bien ce que c'est. Donc unité locale d'inclusion scolaire. Et donc il y passe la majeure partie de son temps, soyons honnêtes, pour les apprentissages comme le français, l'écriture, les mathématiques. Même l'anglais, mais par contre pour la lecture, comme il est bon lecteur, pour le sport, pour les ateliers pédagogiques un peu orientés danse par exemple, sortie scolaire, et là il peut aller dans sa classe de référence qui est le CE2. Et pour l'instant, écoutez, même s'il y a des choses que je vais garder pour moi mais qui me déplaisent un peu, globalement ça se passe très bien et pour l'instant on se sent chanceux quand même. Le travail d'équipe, vous l'avez cité à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. Pour moi, c'est un peu comme l'affaire du feedback. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qu'on ne fait pas tant que ça, malgré tout, à l'éducation nationale, ou du moins qui est hyper hétérogène. C'est-à-dire que selon les écoles, ça va exister ou pas, selon à la fois les directions d'école quand il y en a, selon... Et puis, c'est quand même compliqué à organiser, non, tout ça. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a à la fois une forte nécessité de travailler en équipe, ne serait-ce que pour assurer de la cohérence et de la continuité dans le parcours scolaire
scolaire des élèves. Et en même temps, l'enseignant, une fois dans sa classe, il est très seul. Et ça pourrait paraître paradoxal parce qu'il n'est pas seul, il y a plein d'élèves avec lui. Ouais, mais seul adulte dans la salle. Voilà, seul adulte avec... Parfois une AECH, une ALCEM, etc. Mais enfin bon, voilà. Et donc, du coup, seul avec ses doutes, sa pratique, alors parfois, quand le travail d'équipe est bien installé, quand il y a de la cohésion et de la cohérence dans l'équipe, ça fonctionne très bien et les enseignants arrivent à se ressourcer, à trouver le partage nécessaire. Mais d'autres fois, c'est compliqué. Ouais, tout est dans le parfois. Et voilà, ça dépend toujours de là où on tombe. Operator, réservé aux abonnés pro. Alors si le simple chatbot semblait déjà révolutionnaire, attendez un peu de voir et de découvrir cet agent autonome capable d'agir de lui-même après avoir reçu des consignes. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour nous, pour les entreprises aussi et pour la scène technologique européenne, notamment parce que vous avez compris que c'est un sujet qui tient à cœur. Alexandre. Oui. Toujours, l'Europe. L'Europe fait l'Europe. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est qu'Operator et ce que ça fait ? Operator, déjà, ça coûte 200 € par mois, ce qui est assez onéreux. Si on est un utilisateur lambda de l'IA, j'allais dire classique au quotidien, c'est quand même un certain prix. Alors, Operator fait quoi concrètement ? Elle permet d'aller sur Internet, naviguer à notre place et de faire des actions quelconques, réserver un billet d'avion, réserver des courses, enfin vous faire livrer des courses à la maison, ça peut être pour tout n'importe quoi. Hein. Entre guillemets, ça va vous remplacer sur Internet et faire vos actions à votre place. Donc vous pouvez lui dire, Operator va me réserver un billet d'avion pour aller de Paris à New York, ok, je m'en occupe, et puis un quart d'heure après, la chose est faite, quoi. Et il n'y a plus qu'à partir en vacances. Oui, si c'était si simple. La seule différence, c'est que tout est très différent de ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT, aujourd'hui, est incapable de le faire. C'est pas le même algorithme, ça n'a rien à voir. D'accord. L'interface n'est pas la même aussi. Operator, en fait, on va lui demander une action. Ouais. Et puis après, on va pouvoir suivre un peu comme si c'était une souris automatisée. Hop, on la voit, elle clique, elle change de page et on la voit au fur et à mesure remplir les critères. Après, ça va poser plein d'autres questions parce que je vous donne cet exemple de l'avion. Peut-être que je peux lui dire, ok, moi j'ai un budget de 500 € sans escale, essaye de faire quelque chose avec ça. Oui. Mais après, il va falloir qu'il paye et en général, on a besoin d'un humain pour payer. Oui. Donc on a quand même pas mal d'autres choses qui vont arriver pour augmenter un peu cette première version d'Operator, mais en tout cas, elle est assez bluffante et elle marche assez bien. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie, réalisation Romain Luc, le son Alexis Oustabassidis, le maquillage Emma Razafandra-Lambeau, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci à vous Guillaume d'avoir participé également à l'émission. On reste ensemble, enfin, ou presque, et avec le site d'action tout le week-end et on se retrouve lundi aussi ici ensemble sur ce plateau avec toute l'équipe. Merci à tous et bon week-end. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec